Voici la traduction de l'histoire en français, adaptée au contexte culturel et social de la France, avec des noms de personnages et des détails de vie quotidienne francisée pour en assurer le naturel et la fluidité. Pourquoi as-tu l'air si joyeux, m'a demandé mon épouse enceinte. Parce que tu es enceinte et que je ne suis pas le père, ai-je répondu calmement. Au moment du dessert, son monde s'était déjà effondré. Je m'appelle Stéphane Meunier. J'ai 50 ans et j'ai développé une plateforme SaaS de gestion des ressources humaines devenues indispensables à de nombreuses PME à travers le pays. Gestion de la paie, congés payés, coffre-fort numérique salarié, la totale. 15 années à travailler 18 heures par jour pour que Sandrine n'ait pas à travailler et que nos enfants ne manquent de rien. Margot a 14 ans, elle obtient systématiquement les félicitations du conseil de classe au collège et rêve de devenir vétérinaire. Théo vient de fêter ses 11 ans et joue au football avec la même passion que moi à son âge. Il y a 3 mois, j'ai découvert un fichier dans notre dossier partagé sur le cloud familial, intitulé « Mise à jour ». Mutuelle, mars. Je l'ai ouvert. C'était une confirmation de rendez-vous chez une gynécologue obstétricienne, le docteur Émilie Cartier. Nous n'avions jamais parlé d'avoir un autre enfant. En réalité, nous ne parlions plus de grand-chose. En dehors de l'organisation quotidienne et de la logistique des enfants. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer, à vraiment observer. Je suis un homme de la tech. Je crois aux données et aux schémas comportementaux. Notre plateforme informatique trace absolument tout. 2 semaines plus tard, j'ai eu la confirmation. Sandrine en était à sa 12e semaine de grossesse. Les comptes rendus médicaux étaient dans sa boîte mail, synchronisés avec le cloud de sauvegarde familiale que j'avais configuré pour notre sécurité informatique. 12 semaines. J'ai compté à rebours. Nous n'avions pas eu d'intimité depuis le réveillon du Nouvel An, et ce soir-là relevait du champagne et de la nostalgie. Pas de la passion. J'aurais pu exploser, faire une scène, mais ce n'est pas ainsi que je gère une crise. On évalue, on planifie, on exécute. Alors ce soir-là, je l'ai emmené dans un excellent restaurant italien, chez Fellini. Nappe blanche, bougie tamisée. Elle a semblé perplexe quand je le lui ai proposé. Quelle est l'occasion, avait demandé Sandrine. Nous en avons bien besoin, avais-je répondu d'un ton léger, je me suis dit que ce serait agréable. Elle a souri. Ce même sourire dont j'étais tombé amoureux 22 ans plus tôt. Sauf que cette fois, je pouvais voir le calcul qui se cachait derrière. Nous y sommes. Elle porte une robe bleu marine que je ne lui ai jamais vue. Ses cheveux sont arrangés comme à l'époque de nos premiers rendez-vous. Elle a commandé un pavé de saumon. J'ai pris une côte de bœuf. Je ne toucherai pas à mon assiette. Le serveur a apporté le vin. Elle l'a refusé. Je n'en ai pas envie ce soir, a dit Sandrine. Tu es sûr, ai-je demandé. Oui, tout à fait sûr. Elle a bu de l'eau à la place. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, Stéphane? Tu te comportes bizarrement depuis quelque temps. J'ai posé ma fourchette. Je pense à notre avenir. Elle a bougé sur sa chaise. D'accord. À notre famille, à ce qui nous attend. Sa main s'est posée sur son ventre pendant une fraction de seconde, un réflexe protecteur qu'elle a aussitôt réprimé en replaçant sa main sur la table. Stéphane, si c'est tôt. Sujet 2. Je suis heureux, ai-je interrompu en gardant une voix parfaitement calme. Vraiment heureux, en fait. Sandrine a cligné des yeux. C'est une bonne chose. Oui, ça l'est. Je me suis adossé à mon siège. Tu
M'a demandé pourquoi je voulais dîner ce soir, pourquoi j'avais l'air différent. Eh bien, c'est parce que tu es enceinte. J'ai vu le sang se retirer de son visage. Et je ne suis pas le père. Le restaurant continuait de vivre. Autour de nous. Le piano jouait, des rires fusaient d'une autre table. Mais à la nôtre, le temps s'était arrêté. La bouche de Sandrine s'est ouverte, refermée. Puis rouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis levé, j'ai sorti 3 billets de 50 € de mon portefeuille et les ai posés sur la table. Passe une bonne fin de soirée, ai-je dit à voix basse. Puis je suis parti, la laissant assise là alors que son monde commençait à s'effondrer. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers la maison dans un silence absolu. 1 heure plus tard, alors qu'elle franchissait le seuil de la porte, le bruit de ses talons claquant sur le sol, la respiration rapide et saccadée, j'étais déjà loin. Je n'étais pas allé bien loin, juste à l'hôtel Mercure situé à 3 rue de chez nous. J'ai pris une chambre sous mon propre nom, payée en espèces. Et j'ai précisé à la réception que je ne voulais pas de service de ménage. Chambre 412, une suite d'angles avec vue sur le parking et rien d'autre. Très bien. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le logiciel de surveillance que j'avais installé sur notre réseau domestique 3 mois auparavant fonctionnait toujours parfaitement. Chaque appareil de la maison, chaque connexion, chaque recherche, chaque message, tout était enregistré, horodaté et sauvegardé sur un serveur sécurisé dont Sandrine ignorait l'existence. Mon téléphone a vibré. Sandrine. J'ai rejeté l'appel. Il a vibré à nouveau. Rejeté. Puis un message est arrivé, Stéphane, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai retourné mon téléphone contre le matelas et je me suis replongé dans mon ordinateur. Le véritable travail ne faisait que commencer. En développant des logiciels de ressources humaines, on apprend une chose essentielle, les êtres humains sont des créatures d'habitude. Ils utilisent les mêmes mots de passe, fréquentent les mêmes magasins, suivent les mêmes schémas. Sandrine ne faisait pas exception. J'avais accès à tout depuis des années, les comptes joints, évidemment, mais aussi sa boîte mail personnelle. Ses réseaux sociaux, son stockage en ligne, le tout synchronisé sur les serveurs familiaux que j'avais configurés par commodité. J'ai ouvert son compte Gmail. J'ai cherché le nom du docteur Cartier. 47 résultats remontant à 8 mois. Des rendez-vous, des résultats d'analyse, des confirmations d'ordonnance. Puis j'ai cherché un nom qui apparaissait régulièrement dans ces données de localisation, Charles-Antoine Lemaire, 34 ans, consultant en marketing, travaillant dans un cabinet situé 2 immeubles plus bas que le centre social où Sandrine faisait du bénévolat. Son profil LinkedIn le montrait. Tout sourire devant une BMW, une photo professionnelle qui criait « J'ai atteint mon apogée à l'école de commerce ». J'ai trouvé leur message dans un dossier qu'elle avait nommé « Club de lecture ». Amusant. Il n'y avait aucun club de lecture. Juste des mois de rendez-vous planifiés, de chambres d'hôtel réservées. De mensonges élaborés sur son emploi du temps. Un message datant de 6 semaines a particulièrement retenu mon attention. Sandrine avait écrit « Il est distant ». Ces derniers temps. Je pense qu'il soupçonne quelque chose. La réponse de Charles-Antoine, alors il est peut-être temps de lui dire. On ne peut pas continuer comme ça, Sandrine. Pas encore, je dois régler les détails. Logistique, les enfants, la maison, tout le reste. Charles-Antoine, et pour le bébé?
Sandrine, je m'en occuperai. Fais-moi confiance. Je gère. Comme si j'étais un problème à résoudre, une simple variable logistique dans leur grand plan. J'ai fait des captures d'écran de chaque élément. Je les ai sauvegardés sur 3 clés USB différentes, cryptées et dupliquées. Puis j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci contenait des documents que j'avais passés les 6 dernières semaines à préparer avec mon avocat, maître Robert de Saint-André. 40 ans d'expérience en droit de la famille, réputé pour être d'une précision chirurgicale et impitoyable. Une requête en divorce, déjà rédigée, relue et prête à être déposée dès le lundi matin. La convention d'indivision, la proposition de garde des enfants, les déclarations de patrimoine listant chaque compte, chaque investissement, chaque propriété. La maison principale était à nos 2 noms, mais j'avais effectué la totalité des remboursements d'emprunt depuis mon compte professionnel ces 3 dernières années, ce qui était facile. Approuvé. La résidence secondaire en Normandie, achetée pour nos week-ends, avait vu son titre de propriété transféré uniquement à mon nom 2 mois plus tôt lors d'un rachat de crédit. Sandrine avait signé les papiers sans même les lire, trop occupée à envoyer des messages à Charles-Antoine pour planifier l'heure prochaine rencontre. Les comptes d'épargne des enfants pour leurs futures études avaient été ouverts à mon nom en tant que tuteur légal bien avant notre mariage. Protégé. Mon entreprise, une société que j'avais créée 3 ans avant notre mariage, constituait un bien propre. Sandrine n'avait aucun droit dessus. Chaque centime gagné, chaque client signé, chaque ligne de code écrite m'appartenait. J'avais passé 6 semaines à déplacer mes pions sur un échiquier dont elle ignorait même l'existence. Et nous étions maintenant en fin de partie. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère, Marthe. J'ai décroché. Stéphane, a-t-elle dit d'une voix tendue par l'inquiétude. Sandrine vient de m'appeler. Elle est hystérique. Elle dit que tu es parti en plein milieu du dîner et que tu ne réponds plus à ses appels. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Ai-je demandé en gardant un ton neutre. Elle dit qu'elle n'en sait rien, que tu as formulé une accusation délirante. Avant de partir. Maman, elle est enceinte d'un autre homme. Un sifflement de surprise s'est produit, suivi d'un long silence suffisant pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Stéphane, a fini par dire ma mère d'une voix soudainement plus grave et ferme. Tu en es sûr? Le test ADN de paternité non invasif est arrivé hier. Je l'ai depuis 2 semaines. Je voulais être absolument certain avant d'agir. Oh, mon chéri, sa voix s'est adoucie. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Je gère la situation. Où es-tu actuellement? À l'hôtel. Je vais y rester quelques jours. Est-ce que tu peux garder les enfants demain? Je leur ai dit que je devais partir en déplacement professionnel. Bien sûr, Margot et Théo peuvent rester ici. Aussi longtemps que nécessaire. Merci, maman. Stéphane, quoi que tu prépares, sois prudent et stratégique. J'ai souri. Je le suis toujours. Après avoir raccroché, je me suis remis au travail sur mon ordinateur. Il restait un dernier point à régler. Ce soir-là, je me suis connecté à notre banque en ligne partagée, là où Sandrine gérait les dépenses courantes et le budget familial. J'ai transféré l'intégralité des fonds vers un nouveau compte professionnel de réserve que j'avais ouvert le mois précédent. Chaque euro, à l'exception de 50 € précisément, de quoi couvrir 2 semaines de courses de base et d'essence. Puis j'ai modifié tous les codes d'accès. Le temps que Sandrine s'en aperçoive,
nous serions lundi, et les documents de procédure seraient déjà enregistrés au tribunal. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Sandrine, encore. S'il te plaît, dis-moi au moins ce que j'ai fait de mal. On peut arranger ça. Je ne lui ai répondu que par 4 mots, regarde tes emails. Je lui ai envoyé toutes les captures d'écran, chaque message échangé avec Charles-Antoine, chaque confirmation de rendez-vous médical, chaque mensonge documenté et horodaté. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai fermé mon ordinateur, éteint mon téléphone et je me suis endormi. Le lendemain, le vrai travail commençait. Le dimanche matin s'est levé sous une pluie battante qui fouettait les vitres de la chambre d'hôtel, invitant à rester au lit. Je n'avais pas ce luxe. J'avais 2 enfants qui devaient apprendre que leur vie allait changer, et je ne voulais pas laisser Sandrine leur raconter sa version des faits. Je me suis d'abord rendu chez ma mère à Sèvres, un pavillon modeste de 2 étages où j'avais grandi et où elle conservait encore mes vieux trophées de football sur la cheminée. Margot et Théo étaient dans la cuisine en train de manger des crêpes généreusement arrosées de confiture. Papa, s'est écrié Théo en s'essuyant la bouche. Mamie a dit que tu étais en voyage d'affaires. Mais tu es là. Le voyage a été annulé, champion, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. J'ai quelques minutes pour vous parler. Margot a levé les yeux de son assiette. À 14 ans, elle savait décrypter les adultes mieux que quiconque. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, mais je dois vous parler de quelque chose d'important. Finissez d'abord votre petit déjeuner. Ma mère m'a jeté un regard depuis la cuisinière et a hoché la tête en silence. Elle savait. 20 minutes plus tard, nous étions installés dans le salon. Théo était assis à côté de moi sur le canapé, tandis que Margot s'était installée dans le fauteuil, les bras croisés, se préparant visiblement à un choc. Votre mère et moi allons divorcer, ai-je dit directement, sans détour ni faux semblant. Le visage de Théo s'est décomposé. Quoi? Pourquoi? Parce que parfois, les adultes s'éloignent les uns des autres, ai-je commencé, mais Margot m'a coupé. La parole d'un ton sec, c'est n'importe quoi, papa. Les gens ne s'éloignent pas comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé ma fille, la vivacité dans ses yeux, cette façon de se tenir prête à défendre les siens. Elle méritait la vérité, adaptée à son âge. La vérité, c'est que votre maman a fait quelque chose qui a brisé notre confiance. Quelque chose que je ne peux pas pardonner, et il ne serait pas juste de faire semblant d'ignorer la situation. Elle t'a trompé? A demandé Margot sans détour. Théo a eu un hoquet de surprise. Margot. J'ai 14 ans, Théo, je ne suis pas idiote. Les parents divorcent pour 3 raisons, l'argent, l'infidélité ou la violence. Papa gagne bien sa vie et n'est pas violent, donc j'ai raison. J'ai hoché la tête en silence. Oui, elle a été infidèle. Théo a éclaté en sanglots, des larmes silencieuses coulant sur ses joues qu'il tentait d'essuyer avec sa manche. Margot a serré les dents mais n'a pas pleuré. Elle analysait la situation, reconstituait les pièces du puzzle. C'est pour ça que tu es parti. Brusquement du restaurant vendredi soir? Elle est rentrée en pleurant, s'est enfermée dans sa chambre et a refusé de nous parler. Oui, c'est pour ça. Et où as-tu passé la nuit? À l'hôtel. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Margot a hoché la tête lentement, puis a posé la question que je redoutais le plus, où est-ce qu'on va habiter? Avec moi, ai-je répondu. Fermement.
Je ne vous abandonnerai jamais. Nous réglerons les détails. Pratique, mais vous restez tous les deux avec moi. Et maman? A demandé Théo d'une voix tremblante. Elle restera votre mère. Vous continuerez à la voir, mais votre quotidien se fera avec moi. Théo a enfoui son visage contre mon épaule en pleurant de plus belle. Je l'ai serré fort contre moi, le laissant évacuer son chagrin. Par-dessus sa tête, j'ai regardé Margot. Elle ne pleurait pas, mais ses mains tremblaient. Papa, a-t-elle murmuré. Oui, ma puce. Je ne veux pas aller chez elle. Peu importe ce que dit le juge, je reste avec toi. Je suis sérieuse. Sa voix a fini par se briser. Elle nous a menti. Ah. Tous. Je ne peux pas lui pardonner. Elle a commencé à pleurer à son tour, de chaudes larmes sincères. Je me suis penché pour l'attirer près de nous sur le canapé. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras alors que leur enfance venait de prendre fin un peu plus tôt que prévu. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte avec une boîte de mouchoirs, l'a posée sur la table basse et s'est éclipsée pour nous laisser notre intimité. Après un moment, Théo s'est écarté. Tu vas t'en sortir, papa? J'ai souri malgré la tristesse. Le monde de ce petit garçon s'effondrait et il s'inquiétait pour moi. Oui, je vais m'en sortir. Nous allons tous nous en sortir, je te le promets. Margot a essuyé ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demain, mon avocat dépose les documents. Les prochains mois risquent d'être un peu compliqués avec les procédures et les avocats, des histoires d'adultes dont vous n'avez pas à vous soucier. Mais nous serons ensemble. Et si maman essaie de nous prendre avec elle? A demandé Théo. Elle peut essayer, ai-je dit, mais j'ai documenté chaque fait, chaque mensonge et chaque décision qu'elle a prise. Quand le juge verra le dossier, il n'y aura aucun doute sur l'endroit où vous devez vivre. Margot m'a regardé droit dans les yeux. Tu planifiais ça depuis 6 semaines, n'est-ce pas? C'est bien, papa. J'espère que tu vas tout lui prendre. Le cabinet de maître Robert de Saint-André respirait le cuir ancien et la tradition. Des boiseries sombres, des codes juridiques alignés sur des étagères poussiéreuses et des photos de lui serrant la main de magistrats et de figures publiques. Il exerçait en droit de la famille depuis des décennies et sa réputation tenait en un mot, il gagnait toujours. Stéphane, a dit Robert en se levant pour me serrer la main à mon entrée. À 65 ans, cheveux argentés et costume sur mesure d'une élégance rare, il incarnait l'assurance même. Pila. L'heure. Je ne manquerai ce rendez-vous pour rien au monde. Nous sommes assis. Il a ouvert un dossier épais comme un annuaire téléphonique. J'ai examiné tout ce que vous m'avez envoyé, les emails, les relevés financiers, le rapport d'expertise génétique. C'est un dossier d'une clarté limpide. La requête en divorce pour faute a été déposée ce matin à 8 heures. Par voie d'huissier. Votre épouse sera notifiée d'ici 1 heure. J'ai fait appel à une étude d'huissier très rigoureuse et discrète. J'ai hoché la tête. Le gel des avoirs communs est également effectif depuis ce matin. Elle ne peut plus accéder au compte joint, ni vendre de biens communs sans l'accord du tribunal. J'ai également déposé une requête d'urgence pour la fixation de la résidence principale des enfants à votre domicile, appuyée par les preuves de son comportement et de sa gestion financière. Robert a sorti un autre document du dossier. Parlons de l'audition des enfants. Margot a 14 ans. À cet âge, le juge aux affaires familiales prend grandement en compte le discernement et la
Parole de l'adolescent s'il demande à être entendu. Elle m'a déjà dit qu'elle voulait rester avec moi, ai-je précisé. Elle l'a affirmé hier devant ma mère, qui pourra en témoigner. Parfait, nous joindrons son attestation à notre dossier. Quant à Théo, il a 11 ans. Le juge ne lui demandera pas de choisir directement, mais nous pouvons prouver que vous êtes le parent référent. Au quotidien, devoirs, activités sportives, rendez-vous médicaux. C'était exact. J'avais assisté à chaque réunion parents-professeurs, chaque match de football, chaque visite chez le médecin. Sandrine n'était présente que lorsque cela n'empiétait pas sur ses activités personnelles ou ses rendez-vous secrets. Qu'en est-il de la maison, ai-je demandé. C'est un bien propre acquis. Avant le mariage et enregistré à votre seul nom. Elle n'a aucun droit de propriété dessus. Votre entreprise est également un bien propre créé avant le mariage, sans aucune confusion de patrimoine. Une séparation nette. Son avocat va tenter de contester tout cela, ai-je fait remarquer. Robert a souri. D'un air entendu. Qu'ils essaient. Ils partent au combat sans aucune munition. À moins qu'ils ne puissent prouver que vous dissimulez des actifs ou que vous maltraitez les enfants, ce qui n'est absolument pas le cas, ils n'ont rien. Dans le meilleur des cas pour elle, elle obtiendra un droit de visite et peut-être une prestation compensatoire minime pendant 1 an ou 2. Je ne veux pas lui verser le moindre centime. Dans ce cas, nous plaiderons le manquement grave aux obligations du mariage. L'infidélité et la tentative de captation d'actifs professionnels sont des motifs sérieux. Avec ces pièces, nous avons de solides arguments. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert, espèce de monstre. Comment as-tu pu me faire ça? Sandrine venait de recevoir la signification de l'huissier. Un autre message a suivi immédiatement, les enfants sont en larmes. Tu es satisfait maintenant? J'ai montré l'écran à Robert. Il y a jeté un coup d'œil distrait. Ne répondez pas. Tout ce que vous écrirez pourra être retenu contre vous. Laissez-la s'agiter dans le vide. Nouvelle vibration, s'il te plaît. Parlons. Retrouvons-nous quelque part. Robert a posé délicatement sa main sur mon téléphone. Stéphane, n'entrez pas dans son jeu. C'est exactement ce que nous attendions. Elle va tenter de vous manipuler, de vous faire culpabiliser. Pour vous faire reculer. Ne lui offrez pas cette opportunité. J'ai éteint mon téléphone. Quelle est la suite? Nous attendons sa constitution d'avocat. Elle dispose d'un délai légal pour répondre. En attendant, continuez exactement comme avant. Soyez le père exemplaire que vous avez toujours été. Gérez votre entreprise et restez irréprochable. Pas de sorties excessives, pas d'alcool. Rien qui puisse être déformé ou utilisé contre vous. C'est compris. Et Stéphane, a ajouté Robert en se penchant vers moi, j'exerce ce métier depuis longtemps. J'ai vu des hommes se faire dépouiller par culpabilité ou par volonté de préserver une illusoire paix sociale. Ne tombez pas dans ce piège. Elle a fait ses choix, elle doit maintenant en assumer les conséquences. Je me suis levé et lui ai serré la main. C'est précisément mon intention. Le mercredi après-midi, j'ai reçu un appel de ma directrice financière, Valérie Dubois. Elle travaillait à mes côtés depuis les débuts de l'entreprise, à l'époque où nous partagions un petit bureau de banlieue en mangeant des sandwichs à midi. Si Valérie m'appelait directement sur mon portable en milieu de journée, c'est que la situation était grave. Stéphane, nous avons un problème sérieux, a-t-elle annoncé sans préambule. Quel genre de problème? Quelqu'un s'est connecté
de manière répétée et non autorisée aux bases de données du personnel et de la PC 8 derniers mois. Je me suis garé sur le parking d'une gendarmerie. Qui est-ce? Les identifiants utilisés sont ceux de Sandrine. Elle n'a plus aucun rôle dans l'entreprise depuis 3 ans, mais ses accès administrateurs n'avaient jamais été révoqués par oubli. Quelqu'un s'en sert pour extraire des grilles de salaire, des coordonnées bancaires et des dossiers. Personnel d'employés. J'ai serré les dents. Envoie-moi l'historique complet. Déconnexion immédiatement. 20 minutes plus tard, dans mon bureau. Temporaire, j'analysais les données qui révélaient une réalité accablante. Sandrine s'était connectée systématiquement à notre plateforme RH pour télécharger des informations confidentielles sur nos salariés, nom, adresse, numéro de sécurité sociale, historique de rémunération. Tout ce qu'il faut pour usurper des identités ou vendre des données stratégiques à la concurrence. J'ai immédiatement appelé Robert. C'est du vol de données et de l'espionnage. Industriel, a-t-il réagi après mon explication? Si elle a partagé ses informations avec un tiers, et en particulier avec un concurrent, cela relève du pénal en plus de notre procédure de divorce. Nous pouvons prouver qu'elle l'a fait. Il nous faut juste ces échanges, emails, messages, historiques. Cloud. Et j'ai tous ces accès. J'ai esquissé un sourire froid. J'ai absolument tout sous la main. Ce soir-là, j'ai examiné l'activité numérique de Sandrine avec la rigueur d'un expert informatique. J'ai trouvé le document clé. Dans un dossier intitulé « Mission de conseil ». Il s'agissait de dizaines de fichiers contenant les données RH de ma propre entreprise, tous envoyés à une adresse email professionnelle appartenant à Straten Solutions, notre principal concurrent sur le marché français. Son contact n'était autre que Charles-Antoine Lemaire, qui travaillait pour eux. J'ai rappelé Valérie. Mobilise notre cabinet d'avocats d'affaires. Je veux un audit complet de chaque fichier. Consulter, de chaque téléchargement et de chaque faille potentielle, et je le veux au plus vite. Stéphane, si cela s'ébruite. Cela ne s'ébruitera pas pour le moment, mais je veux un dossier indiscutable. Chaque accès doit être consigné. Quand nous serons prêts, nous les neutraliserons tous les deux. Le jeudi matin, j'ai rencontré notre avocat d'affaires, maître Michel Fortin. Je lui ai présenté l'ensemble des éléments, l'accès frauduleux, le vol de données et la transmission à la concurrence. C'est un délit pénal caractérisé. A-t-il déclaré d'un ton sans appel. Accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, vol de secrets d'affaires, abus de confiance. S'il y a complicité avérée du concurrent, les sanctions peuvent être extrêmement lourdes. Je ne souhaite pas déposer plainte immédiatement. Ai-je tempéré? Je veux utiliser cela comme un moyen de pression dans le cadre du divorce. Michel a haussé un sourcil. Vous voulez la contraindre à accepter vos conditions? Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle risque en m'affrontant. Elle a volé mon entreprise, compromis la sécurité des données de mes salariés et mis en danger notre activité. Si elle accepte mes conditions de divorce, je garde le silence. Si elle refuse et engage le combat, je dépose plainte au pénal et j'engage des poursuites civiles contre elle et son complice. C'est une stratégie redoutable. Elle l'a bien cherché. Le vendredi, Robert a fait signifier à Sandrine des conclusions de divorce modifiées, intégrant un volet détaillé sur le vol de données professionnelles, l'espionnage industriel et les risques pénaux encourus. Il y avait joint les preuves d'accès, les listes de fichiers téléchargés et les emails envoyés à Charles-Antoine. Elle m'a appelé dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Elle a insisté à
plusieurs reprises, avant de m'envoyer un message, « S'il te plaît, il faut qu'on se parle ». Je ne savais pas ce que je faisais. Je lui ai répondu. Brièvement, ton avocat a mes conditions. Signe-les ou prépare-toi à des poursuites pénales. Sa réponse est arrivée 2 minutes plus tard, tu veux me détruire? Ce à quoi j'ai répliqué, tu t'es détruite toute seule. Je ne fais que consigner les faits. J'ai ensuite bloqué son numéro et me suis remis au travail. 2 semaines plus tard, Sandrine signait l'ensemble des documents. Sans scier. J'obtenais la garde exclusive des 2 enfants, la conservation de la maison familiale, de l'entreprise, de la totalité des investissements aidés. Compte de retraite. Elle conservait sa voiture personnelle, une somme de 5 000 € et les effets personnels qu'elle pouvait y charger. Aucune pension alimentaire ni prestation compensatoire ne lui était accordée. Robert m'a appelé pour confirmer la signature. Elle a signé il y a 30 minutes. Son avocate avait l'air totalement défaite. Je n'ai jamais vu une partie adverse capituler aussi rapidement. Elle n'avait pas le choix. C'est vrai. L'argument de l'intrusion informatique et du vol de données était imparable. Son conseil a tout de suite compris qu'un procès public l'aurait mené directement devant un tribunal correctionnel avec une peine de prison à la clé et la perte totale de ses droits. De cette façon, elle sauve au moins sa liberté. Pour l'instant. Comptez-vous toujours porter plainte? Je me réserve le droit de le faire. Si elle reste à l'écart de ma vie et de celle des enfants, et qu'elle ne cause aucun trouble, j'en resterai là. Mais si elle tente de contester cet accord plus tard en plaidant la contrainte, je transmettrai immédiatement le dossier au procureur de la République. Robert a eu un léger rire. Vous êtes un homme redoutable, Stéphane. Je suis simplement méthodique et protecteur. C'est différent. Ce soir-là, j'ai annoncé la nouvelle aux enfants. Margot a écouté. Calmement, a hoché la tête et s'est remise à ses devoirs. Théo a versé quelques larmes, demandant s'il verrait encore sa mère. Je lui ai expliqué qu'il aurait un droit de visite médiatisé et encadré une fois par mois, jusqu'à ce que le jugeant décide autrement. Mais on reste bien avec toi, a-t-il demandé. Oui, vous restez avec moi pour toujours. Il m'a alors serré fort dans ses bras. Merci, papa. Le lendemain matin, Sandrine est venue récupérer ses affaires. J'avais déjà tout préparé. Les vêtements étaient emballés dans des cartons, ses objets personnels rangés dans des sacs, le tout entreposé dans le garage comme pour un vide-grenier dont personne ne voulait. Elle est arrivée à bord de la voiture de Charles-Antoine. Ce dernier est resté au volant, dissimulé derrière ses lunettes de soleil, feignant de regarder ailleurs pour cacher son malaise. Homme prudent. Sandrine est descendue lentement du véhicule, a contemplé les cartons empilés, puis a posé son regard sur moi, debout dans l'allée. C'est tout, a-t-elle demandé d'une voix blanche. C'est tout ce qui t'appartient. Je peux voir les enfants? Non. Son visage s'est crispé. Stéphane, je t'en prie. Ce sont mes enfants. Tu aurais dû y penser avant de voler les données de mon entreprise pour les transmettre à ton amant. Tu as de la chance que je ne te fasse pas arrêter sur le champ. Ne pousse pas ta chance plus loin. Je ne savais pas ce que contenaient ces fichiers. Charles-Antoine m'a dit qu'il en avait besoin pour ce que Charles-Antoine t'a dit ne m'intéresse pas. Tu as trahi notre famille et volé des données d'eux. Personne qui nous faisait confiance. Tu as fait tes choix. Elle a commencé à pleurer. Je suis désolé, tellement désolé. Tes regrets ne changeront rien à la situation.
Charles-Antoine a klaxonné brièvement depuis la voiture. Sandrine a sursauté, l'a regardé, puis s'est de nouveau tournée vers moi. Est-ce que je peux leur écrire des lettres? Passe par ton avocat pour toutes. Demande. Pas de contact direct. Si tu essaies de les approcher en dehors du cadre légal, je demanderai une ordonnance de protection. Tu as vraiment tout prévu, a-t-elle dit avec amertume. J'ai eu 6 semaines pour y réfléchir. Tu as eu 10 mois pour penser aux conséquences de tes actes. Il semble que je sois simplement plus rigoureux dans ma planification. Elle a chargé ses cartons dans le coffre. Elle a dû faire 3 voyages. Charles-Antoine n'est jamais sorti pour l'aider, restant fixé sur l'écran de son téléphone comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle a terminé, elle s'est arrêtée près de la portière passager. Ce bébé n'est pas ma responsabilité, ai-je ajouté. C'est à toi et à Charles-Antoine de gérer cela. Il n'en veut pas, a-t-elle murmuré en avalant sa salive. Il dit qu'il n'est pas prêt à être père. Alors tu as choisi le mauvais partenaire. Ce ne sont plus mes affaires. Elle est montée dans la voiture et ils sont partis. J'ai suivi le véhicule des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout de la rue. Je suis ensuite retourné à l'intérieur, où Margot observait la scène depuis la fenêtre du salon. Elle est partie, a demandé ma fille. Oui, elle est partie. C'est mieux ainsi, a-t-elle dit en s'éloignant de la vitre. Nous n'avons pas besoin d'elle. C'était peut-être vrai. Nous étions désormais libérés des mensonges, de la manipulation et du doute constant sur ce qui était sincère ou calculé. Quoi qu'il en soit, cette page était tournée. L'appel du collège de Margot est arrivé un jeudi après-midi. Le principal, Monsieur Henry, s'est exprimé d'une voix visiblement embarrassée. Monsieur Meunier, je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet d'une situation impliquant votre fille et d'autres élèves. Pourriez-vous vous présenter à mon bureau demain matin? 2. Quel genre de situation s'agit-il? Après une brève hésitation, il a répondu. Cela concerne des publications sur les réseaux sociaux au sujet de votre situation familiale. Je préfère que nous en parlions de vive voix. J'ai libéré ma matinée et me suis présenté le lendemain à 8 heures précises. Monsieur Henry m'a accueilli dans son bureau, l'air fatigué. Margot attendait dans le couloir, les bras croisés, le menton levé, adoptant une posture de défi. Que s'est-il passé? Ai-je demandé une fois la porte fermée. Le principal a ouvert son ordinateur portable pour me montrer une série de publications Instagram. Issues de comptes d'élèves, des captures d'écran de conversations privées et une courte vidéo filmée dans les couloirs de l'établissement. Tous ces éléments visaient mon ex-femme. Bien que le divorce ne soit pas encore officiellement transcrit, les rumeurs allaient bon train. Ces contenus ont commencé à circuler il y a 2 jours, m'a expliqué Monsieur Henry. Quelqu'un a diffusé des détails très précis sur votre séparation, l'infidélité, la grossesse et les accusations de vol de données. C'est devenu le principal sujet de discussion. Parmi les élèves de 3e, j'ai fait défiler les images. Le visage de Sandrine avait été détourné dans plusieurs montages moqueurs, accompagnés de commentaires parfois extrêmement durs. D'où proviennent ces informations? Ai-je demandé. Nous menons notre enquête, mais plusieurs élèves désignent Margot comme la source initiale de ces partages. J'ai regardé ma fille à travers la vitre du bureau. Elle a soutenu mon regard sans ciller. Je vais lui parler, ai-je dit. Monsieur Meunier, notre règlement intérieur est très strict concernant le harcèlement en ligne. Si Margot est bien à l'origine de cette diffusion,
Je m'en occupe, je vais avoir une discussion sérieuse. Avec elle, ai-je fonctionné. Le principal a acquiescé avec réserve. Nous envisageons une exclusion temporaire de 3 jours au minimum. Faites ce qui doit être fait selon le règlement. Je suis sorti du bureau. Margot s'est levée immédiatement à mon approche. Nous avons marché vers ma voiture en silence. Et nous n'avons pris la parole qu'une fois engagés sur la route du retour. Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Ai-je demandé calmement. Anaïs. Bertrand t'a traité de perdant devant tout le monde, a répondu Margot d'une voix blanche. Elle a dit que sa mère lui avait raconté que maman était partie. Parce que tu étais ennuyeux et que tu ne t'occupais pas d'elle. Elle a ajouté que maman s'était trouvé quelqu'un de plus jeune et de plus intéressant. J'ai serré le volant. Et tu as donc décidé de diffuser les détails du divorce? J'ai simplement rétabli la vérité. Maman n'est pas partie d'elle-même. Tu l'as mise dehors parce qu'elle a menti, qu'elle t'a trompé et qu'elle a volé ton entreprise. J'ai montré les documents du dossier à Anaïs pour qu'elle la prenne. C'est elle qui les a partagés ensuite. Margot, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? A-t-elle poursuivi, les yeux brillants de colère. Que je les laisse te traîner dans la boue? Qu'on fasse passer maman pour une victime et toi pour le coupable? Tu aurais pu ignorer ses provocations. Comme toi tu as ignoré ce qu'elle a fait? Tu as tout documenté, tu as construit un dossier solide pour que la vérité éclate. J'ai fait exactement la même chose à mon échelle. Elle n'avait pas tout à fait tort. J'avais veillé à ce que les agissements de Sandrine soient consignés de manière indiscutable dans des actes officiels accessibles. J'avais voulu que les faits soient établis. Margot n'avait fait qu'accélérer la diffusion de cette réalité. Le collège va t'exclure temporairement, ai-je annoncé. Je sais. Ça en valait la peine. Ça en valait la peine, même si cette histoire te colle à la peau? Oui. Absolument. Maintenant, tout le monde sait que c'est maman qui a commis des fautes, pas toi. Je me suis garé dans notre allée et j'ai coupé le moteur. Tu sais, cela risque de compliquer encore un peu plus les relations pour nous. Tous. C'était déjà compliqué. Au moins, maintenant, les choses sont claires. Ce soir-là, Sandrine m'a appelé. C'était la première fois que je décrochais. Depuis 3 semaines. Ta fille est en train de détruire ma vie, a-t-elle hurlé avant même que je puisse dire un mot. Elle diffuse des détails de ma vie privée en ligne, elle ligue tout son collège contre moi et me fait passer pour une criminelle. Tu as commis un délit de vol de données, ai-je répondu. Calmement. C'est un fait établi. Je me fais harceler. Des gens m'appellent sur mon portable, certains m'interpellent dans la rue et on a jeté des œufs sur ma voiture. C'est regrettable. Tu devrais peut-être déposer une main courante à la gendarmerie. Tout ça est de ta faute. Tu as monté les enfants contre moi. Je n'ai rien eu à faire. Tu t'en es chargé seul. Le jour où tu as estimé que Charles-Antoine comptait plus que ta propre famille. Je veux les voir. Le jugement stipule que tu disposes d'un droit de visite médiatisée. Mais il précise également que ces rencontres peuvent être suspendues en cas de souffrance psychologique avérée pour les enfants. L'exclusion de Margot à cause des répercussions de tes actes en est une preuve évidente. Sandrine est restée silencieuse un instant, puis sa voix s'est brisée. Comment en est-on arrivé là, Stéphane? Je t'aimais quand même. Non, tu ne m'aimais pas. L'amour n'implique pas le mensonge, le vol et la trahison. Ce que tu appréciais, c'était le confort, la sécurité matérielle et la stabilité que je t'offrais. Pas moi.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Margot est apparue dans l'encadrement de la porte. C'était maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rejeter la faute sur les autres? Comme souvent. Margot a hoché la tête, s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Merci de ne pas m'en vouloir pour le collège. Je ne cautionne pas la méthode, ai-je tempéré, mais je comprends pourquoi tu as voulu me défendre. Je suis fier de ta loyauté, même si j'aurais préféré que tu agisses avec plus de retenue. Promis, il n'y aura pas de prochaine fois. C'est du passé. Maintenant. Maman est partie, nous tournons la page. Promis. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas tout à fait terminé. Le lendemain matin, l'avocate de Sandrine déposait une requête en référé devant le juge aux affaires familiales, arguant que j'instrumentalisais les enfants pour détruire sa réputation et l'aliéner. Une audience d'urgence fut fixée à la semaine suivante, remettant en cause l'équilibre que je m'efforçais de construire. La juge Suzanne Boulanger avait la réputation d'être une magistrate d'une grande rigueur. Avec ses décennies d'expérience, elle n'acceptait aucun faux-semblant, aucune excuse dilatoire et savait repérer les incohérences dès les premières minutes d'une audience. J'avais revêtu mon costume le plus sobre. À mes côtés, Robert tenait son dossier volumineux contenant toutes les pièces justificatives. En face de nous, Sandrine et son avocate, maître Barbara Schmitt, affichaient une mine sombre et déterminée. Nous sommes saisis d'une demande de modification des mesures provisoires concernant la résidence des enfants, a commencé la juge Boulanger en parcourant ses notes. Maître Schmitt, vous plaidez l'aliénation parentale de la part du père. L'avocate s'est levée. Oui, madame la juge. Monsieur Meunier s'emploie méthodiquement à détruire l'image de la mère auprès des enfants. Très récemment, leur fille aînée a divulgué des informations confidentielles issues de la procédure au sein de son collège, causant à ma cliente un préjudice moral et une humiliation publique considérable. Maître de Saint-André, je vous écoute, a sollicité la juge. Robert s'est levé à son tour. Madame la juge, les faits évoqués par ma consoeur ne relèvent d'aucun secret de procédure puisque ces informations figurent dans des actes officiels qui ont été régulièrement signifiés. Par ailleurs, Margot a 14 ans. Bien qu'elle ait commis une erreur regrettable sous le coup de la colère, elle a agi de sa propre initiative. Seuls les parents disposent de ces documents officiels, a rétorqué maître Schmitt. Elle n'a pu y avoir accès que par l'intermédiaire de son père. La juge Boulanger a posé son regard sur moi. Monsieur Meunier, avez-vous transmis ces pièces à votre fille? Je me suis levé pour lui répondre respectueusement. Je lui ai présenté le rapport d'expertise génétique, madame la juge. Lorsqu'elle m'a demandé de manière très directe les raisons de notre séparation, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de lui apporter une réponse honnête plutôt que de lui mentir. Concernant les éléments relatifs au détournement de données professionnelles, ils figurent dans les conclusions qui ont été signifiées à son épouse. Margot a pu prendre connaissance de ses courriers d'elle-même à la maison. La juge a pris une note rapide. Maître Schmitt, quels autres éléments étaient votre demande? Les enfants refusent catégoriquement tout contact avec leur mère. Madame Meunier a tenté de les joindre à plusieurs reprises, sans succès. Leurs téléphones ont été configurés de manière à bloquer ces appels. Madame la juge est intervenue. Robert. Mon client a effectivement bloqué les accès directs après que la mère a enfreint à de multiples reprises les modalités prévues par la Convention temporaire, qui n'autorisait que des contacts par l'intermédiaire de tiers ou dans un cadre médiatisé.
Nous avons répertorié 17 appels directs et plus de 30 messages sur une période de 2 semaines seulement. La juge. Boulanger s'est tourné vers Sandrine. Madame, confirmez-vous ces démarches? Direct? Sandrine s'est levée, la voix tremblante. Je voulais seulement parler à mes enfants, madame la juge. Ils refusent de me voir, je suis leur mère. Vous êtes également soumise au respect des décisions de justice. Avez-vous, oui ou non, tenté d'entrer en contact direct en dehors du cadre fixé? Oui. Mais j'étais désespéré. Prenez place, je vous prie, a dit la juge avant de noter ses déclarations. Maître de Saint-André, avez-vous d'autres observations? Madame la juge, pour éclairer pleinement le tribunal, Margot souhaite être entendue par vos soins. Elle s'est portée volontaire et est présente aujourd'hui. Maître Schmitt est immédiatement intervenu pour s'y opposer. Je m'oppose à l'audition d'une mineure dans un contexte aussi conflictuel. Cela ne ferait qu'accentuer la pression sur elle. La juge Boulanger l'a interrompu d'un geste de la main. Elle a 14 ans et la loi l'autorise à demander à être entendue si elle a le discernement nécessaire. Je vais procéder à son audition à huis clos. Je demande à l'ensemble des parties et aux avocats de libérer la salle d'audience, à l'exception de mon greffier. 5 minutes plus tard, Margot s'est installée à la place des témoins. Elle portait une tenue sobre, les cheveux relevés, affichant une maturité tranquille. Margot, a commencé la juge d'un ton bienveillant. Sais-tu pourquoi nous réunissons aujourd'hui? Oui, madame la juge. Ma mère affirme que mon père m'a manipulé pour que je me détourne d'elle. Mais c'est faux. Elle s'est détournée de nous toute seule. Que veux-tu dire par là? Margot a pris une inspiration mesurée. Mon père n'a jamais dit de mal d'elle devant nous. Pas une seule fois, même lorsqu'il a découvert la vérité sur sa liaison et sur les données qu'elle avait prises dans son entreprise. Il s'est contenté de nous expliquer que les adultes faisaient parfois de graves erreurs de parcours. Pourquoi refuses-tu alors de la voir? Parce qu'elle nous a menti pendant des mois. Elle nous regardait dans les yeux chaque jour tout en nous cachant la vérité. Comment puis-je accorder ma confiance à quelqu'un qui agit ainsi? La juge a hoché la tête avec attention. Et concernant les faits survenus dans ton collège? Je regrette d'avoir agi de la sorte, c'était une réaction impulsive et blessante. Mas j'étais profondément en colère. Une camarade affirmait que mon père était le responsable de la rupture et qu'il s'était fait abandonner. Ce n'était pas la vérité, et je voulais que tout le monde sache ce qui s'était réellement passé. Ton père t'a-t-il encouragé à partager ces informations? Non, bien au contraire. Il m'a expressément demandé d'ignorer ses remarques, mais je n'ai pas écouté son conseil. La juge a alors convié les parents à réintégrer la salle pour prononcer ses conclusions. La demande de modification de la garde est rejetée, a-t-elle annoncé d'une voix ferme. Les mesures provisoires fixant la résidence principale des enfants chez le père sont maintenues. Il est rappelé à Madame Meunier que tout contact doit s'effectuer strictement dans les limites fixées par l'ordonnance de protection et les modalités de visite médiatisée. Toute nouvelle infraction pourra donner lieu à des poursuites. L'audience est élevée. Dans le couloir du tribunal, Robert m'a adressé une poignée de main chaleureuse. C'est un excellent résultat. Margot a été d'une clarté exemplaire. Elle tient de son père. J'ai regardé ma fille qui nous attendait près de la sortie, droite et résolue. Oui, elle est très forte. 4 mois après la finalisation officielle du divorce, j'ai reçu un courrier du procureur de la République. Le parquet avait examiné les éléments
De preuves concernant l'accès frauduleux au système informatique et le vol de données professionnelles de mon entreprise. Ils envisageaient d'engager des poursuites pénales. Je me suis rendu au tribunal pour rencontrer la substitute du procureur en charge du dossier, Sarah Hainaut. À 36 ans, cette magistrate était réputée pour sa rigueur et son efficacité dans la gestion de la délinquance astucieuse et financière. Monsieur Meunier, les éléments que votre cabinet d'avocats nous a transmis sont extrêmement précis et documentés, m'a-t-elle expliqué en étalant les pièces du dossier sur sa table de travail. L'intrusion dans le système de traitement de données, le téléchargement de fichiers RH confidentiels et leur transfert vers un concurrent direct constituent des infractions pénales caractérisées. Nous disposons de charges suffisantes pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel. Elle encourt une peine de prison avec sursis et une amende significative. De quoi avez-vous besoin de ma part? De votre confirmation de dépôt de plainte formelle et de votre témoignage lors de l'audience. Cependant, a-t-elle ajouté en me fixant du regard, vous devez être conscient que si nous engageons cette procédure, l'affaire deviendra publique. Votre entreprise pourrait être citée dans la presse spécialisée et vos enfants verront leur mère comparaître devant un tribunal correctionnel. J'ai pensé à Margot et Théo, à l'équilibre précaire, mais bien réel que nous avions réussi à instaurer au cours de ces 4 derniers mois, à la routine rassurante de leur semaine et à leur reconstruction progressive. Un procès pénal risquait de rouvrir des blessures à peine refermées. Que se passe-t-il si je décide de ne pas soutenir les poursuites? Ai-je demandé. Sans votre plainte officielle en tant que représentant légal de l'entreprise victime, le dossier perdra de sa substance et nous classerons probablement l'affaire sans suite pour ce qui la concerne, en nous concentrant éventuellement sur la responsabilité du concurrent. J'ai contemplé les pièces du dossier, les heures de connexion frauduleuse de Sandrine, les preuves de sa trahison. Une partie de moi souhaitait qu'elle réponde de ses actes devant la justice des hommes, qu'elle subisse une sanction à la hauteur des risques qu'elle avait fait courir à mon entreprise et à mes employés. Bureau d'ordre ou non. Mais une autre partie de moi, celle qui veillait sur mes enfants chaque soir, qui préparait le petit déjeuner et les encourageait dans leurs projets, aspirait simplement à la paix. J'ai besoin d'un temps de réflexion, ai-je indiqué à la magistrate. Je comprends votre démarche. Prenez quelques jours, mais tenez-moi informé rapidement pour que nous puissions orienter la procédure. De retour à la maison, j'ai trouvé Margot installée à la table de la cuisine, absorbée par ses devoirs, tandis que Théo jouait tranquillement dans le salon. Je me suis assis en face de ma fille. La gendarmerie et la justice envisagent de poursuivre ta mère pour le vol de données de l'entreprise, lui ai-je expliqué. Elle a posé son stylo sur la table. Ils vont le faire? Cela dépend en grande partie de ma décision. D'aller jusqu'au bout ou non. La procureure a besoin de notre participation active. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Je ne sais pas trop. Parfois. Je me dis qu'elle le mérite pour ce qu'elle nous a fait. Mais d'un autre côté, Théo et moi commençons tout juste à retrouver une vie normale. Un procès va ramener tous ces problèmes sur le devant de la scène. Elle a fermé son cahier de devoirs. Papa, pour être tout à fait honnête, ce qui lui arrive m'indiffère. Désormais, j'ai été très en colère contre elle, je voulais qu'elle paie pour tout le mal qu'elle a fait, mais aujourd'hui, je veux juste qu'on avance et qu'on soit bien tous les trois. Théo nous a rejoints dans la cuisine, attiré par notre discussion. Vous parlez de maman? Oui, mon grand, ai-je dit, en l'invitant à s'asseoir à côté de sa sœur. Viens là. Qu'est-ce qui se
passe avec elle? Elle risque d'avoir des ennuis avec la justice pour ce qu'elle a fait à l'entreprise, mais cela va faire parler les gens et raviver d'eux mauvais souvenirs. J'essaie de prendre la meilleure décision pour nous. Théo a réfléchi un court instant avant de répondre avec une grande simplicité, si elle va en prison, ça va encore nous faire du mal. On est bien en ce moment. Pourquoi gâcher ça? J'ai regardé mes 2 enfants, leurs visages apaisés. Après tant de mois de tempête, cette sérénité retrouvée que nous avions si durement conquise. Vous avez raison, ai-je conclu doucement. Nous n'allons pas rouvrir ces blessures. Le lendemain matin, j'ai recontacté la substitute du procureur pour lui faire part de ma décision de ne pas maintenir de plainte pénale à l'encontre de mon ex-épouse. Êtes-vous certain de votre choix? Monsieur Meunier? M'a-t-elle demandé. Les faits commis sont pourtant graves. J'en suis pleinement conscient, mais l'intérêt supérieur de mes enfants passe avant tout. Ils ont déjà traversé trop d'épreuves, et nous avons besoin de stabilité désormais. Je respecte votre décision, a-t-elle répondu après un temps de silence. C'est sans doute un choix de sagesse. Parfois, privilégier l'avenir est plus constructif que de chercher à punir le passé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un court message de Sandrine. J'ai appris que tu avais retiré ta plainte. Merci. Je n'ai pas jugé nécessaire de lui répondre. Il n'y avait plus rien à ajouter entre nous. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et cette histoire appartenait désormais au passé. Ce week-end-là, Margot m'a demandé si nous pouvions aller nous recueillir sur la tombe de ma mère, Marthe, qui s'était éteinte paisiblement quelques mois auparavant. Nous nous sommes rendus au cimetière communal, y avons déposé des fleurs fraîches et sommes restés quelques instants silencieux dans la douceur de l'après-midi d'automne. Mamie serait fière de toi, a chuchoté Margot. Pour la façon dont tu as traversé tout ça. Tu crois? J'en suis sûr. Elle disait toujours que la véritable valeur d'un homme se mesurait à sa façon de traiter les autres lorsqu'il était en position de force. Tu aurais pu détruire maman sur tous les plans, mais tu as choisi la retenue. J'ai surtout choisi de préserver notre paix, ai-je rectifié doucement. Nous sommes rentrés à la maison pour dîner. J'ai aidé Théo à préparer son contrôle de mathématiques, puis j'ai écouté Margot répéter son morceau de violon pour son prochain concert de fin d'année au conservatoire. Une soirée ordinaire, simple, rassurante et précieuse. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je me suis endormi sans la moindre rancœur ou inquiétude. Le chemin vers la guérison était encore long, mais il était désormais bien engagé, et cela me suffisait amplement. 8 mois plus tard, j'assistais à la remise des prix du collège de Margot, très fier de l'avoir récompensée pour ses excellents résultats scolaires tout au long de l'année. Théo était assis à mes côtés, tenant fièrement son trophée de football remporté lors du tournoi Club de la région. Son équipe l'avait emporté 3-0, et il avait réalisé une performance remarquable. Le garçon rayonnait de joie. Après la cérémonie, nous sommes allés déguster des glaces en terrasse, une habitude que nous avions prise pour célébrer chaque petit succès du quotidien. Je veillais à ce que mes enfants sachent que malgré les changements dans notre structure familiale, notre soutien et notre présence pour eux restaient immuables. Papa, a commencé Margot, sa cuillère suspendue au-dessus de sa coupe de glace. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Je t'écoute. As-tu déjà songé à refaire ta vie, à faire de nouvelles rencontres? J'ai souri doucement. Pourquoi cette question tout à coup? Tu t'es beaucoup consacré à nous ces derniers mois.
Tu mérites de trouver quelqu'un de bien avec qui partager ton quotidien. Je ne me sens pas seul, vous êtes là tous les deux. On sait bien, papa, est intervenu Théo, mais Margot a raison. Ce serait bien que tu trouves une compagne. Vous êtes bien insistant aujourd'hui. Nous voulons simplement que tu sois pleinement heureux, a ajouté Margot avec sérieux. Pas seulement dans ton rôle de père, mais aussi pour toi-même. J'ai regardé ma fille. Désormais âgée de 15 ans et faisant preuve d'une belle maturité. Je suis très heureux de la vie que nous menons. Vous voir vous épanouir me suffit largement. Mais quand nous serons plus grands et que nous partirons faire nos études, tu te retrouveras seul à la maison. Nous avons encore de belles années devant nous avant d'en arriver là. Chaque chose en son temps. Leurs paroles ont néanmoins résonné en moi ce soir-là. Une fois les enfants couchés, j'ai ouvert ma boîte mail et me suis attardé sur une invitation professionnelle pour une conférence sur l'innovation technologique et la gestion d'entreprise à Paris. L'intervenante principale de cette table ronde avait retenu mon attention. Le docteur Rachel Aubry, chercheuse et fondatrice d'une start-up spécialisée dans l'analyse de données médicales au service de la santé. Je connaissais la réputation de sa structure et respectais la rigueur de ses travaux. J'ai validé mon inscription. L'événement s'est tenu dans les salons d'un grand hôtel parisien, réunissant de nombreux professionnels du secteur. Après les présentations d'usage, je me suis installé au fond de la salle. Le docteur Aubry a pris la parole avec beaucoup d'assurance et de clarté, exposant comment sa structure parvenait à optimiser les parcours de soins tout en préservant la confidentialité des données des patients. Elle a également évoqué les défis liés à la création d'entreprises tout en menant de front sa vie de mère de famille. À la fin de son intervention, je me suis approché d'elle pour la saluer. Stéphane Meunier. Félicitations pour votre présentation, c'était particulièrement enrichissant. Elle m'a serré la main avec une franche cordialité. Rachel Aubry, ravi de vous rencontrer. Vous êtes le fondateur de la plateforme de gestion RH, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vos solutions. En bien, j'espère. Tout à fait. Nous utilisons d'ailleurs vos services au sein de notre start-up, cela simplifie grandement notre gestion administrative quotidienne. Nous avons discuté amicalement pendant une vingtaine de minutes de nos parcours professionnels respectifs, des difficultés inhérentes à la direction de structures en croissance et de notre quotidien de parents célibataires. Elle s'était séparée de son ex-conjoint 3 ans auparavant et élevait ses filles jumelles de 16 ans. Ce n'est pas toujours simple de concilier le développement d'une entreprise et le fait d'être pleinement disponible pour ses adolescents, a admis Rachel avec un sourire lucide. Je comprends parfaitement ce que vous décrivez, ai-je répondu. Nous avons échangé nos coordonnées professionnelles avant de nous quitter. 3 jours plus tard, elle me contactait directement par téléphone, c'est peut-être un peu direct, Stéphane, mais je me demandais si vous accepteriez de partager un dîner de manière informelle, pour parler d'autre chose que de travail cette fois-ci. J'accepte avec grand plaisir, ai-je répondu. Nous sommes retrouvés dans un petit restaurant tranquille de l'ouest parisien. La discussion s'est prolongée naturellement, abordant nos parcours de vie, nos aspirations pour l'avenir, les difficultés de se reconstruire après une épreuve personnelle et la possibilité d'accorder à nouveau sa confiance à autrui. Je m'étais pourtant juré de me consacrer exclusivement à ma carrière et à mes filles, sans chercher à reconstruire de relations, a confié Rachel au moment du dessert. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? La volonté de ne pas laisser le passé dicter mon avenir. Mon ancienne relation m'a déjà coûté
Beaucoup d'énergie, je refusais de lui concéder également mon futur. J'ai levé mon verre en souriant. À notre capacité à nous réinventer alors. Elle a trinqué chaleureusement avec moi. À nos nouveaux projets. 3 mois plus tard, j'ai organisé une rencontre informelle entre Rachel, ses filles Chloé et Julie, et mes enfants autour d'un dîner simple à la maison. L'atmosphère s'est révélée détendue dès les premières minutes. Les adolescentes se sont rapidement découvert des passions communes pour la musique et le violon, passant une partie de la soirée à échanger sur leurs répertoires respectifs. Rachel et moi nous sommes installés sur la terrasse tandis que les jeunes s'amusaient ensemble à l'intérieur. Je crois que le courant passe très bien, ai-je remarqué. Oui. Ils s'entendent à merveille. Tu as fait un travail formidable avec Margot et Théo, Stéphane. J'ai fait de mon mieux, épaulé par ma mère à l'époque, et les enfants se sont montrés d'une résilience remarquable. Rachel a posé sa main sur la mienne. Tu es quelqu'un de solide. Nous sommes restés silencieux. Un instant, profitant du calme de la soirée. Depuis le salon parvenaient les éclats de rire des enfants et leur taquinerie complice. C'était le son d'une famille recomposée, différente de celle d'origine, mais tout aussi unie et sincère. Je n'aurais jamais pensé éprouver à nouveau cette sensation de sérénité et d'optimisme face à l'avenir. 1 an après la prononciation définitive de notre divorce, j'ai emmené Margot et Théo passer quelques jours dans notre maison de campagne en Normandie, celle-là même que j'avais conservée lors du partage des biens. Nous y avons passé le week-end à nous promener en forêt, à cuisiner ensemble et à veiller au coin du feu à la nuit bonté. L'ambiance de cette maison me semble différente aujourd'hui, a fait observer Margot alors que nous profitions de notre dernière soirée sur place. C'est-à-dire ? Elle semble plus paisible, plus chaleureuse. Elle nous appartient vraiment désormais. Théo a acquiescé en se rapprochant de la cheminée. Oui, je m'y sens beaucoup mieux ainsi. J'ai contemplé mes enfants à la lueur des flammes, mesurant le chemin parcouru depuis ce dîner de rupture au restaurant italien où j'avais décidé de mettre un terme à une relation bâtie sur le mensonge pour préserver notre intégrité. Sandrine m'avait adressé un court message quelques semaines auparavant pour s'enquérir de la possibilité de revoir ponctuellement les enfants. Fidèle à ma ligne de conduite, j'avais laissé Margot et Théo libres de décider. Tous deux avaient estimé qu'il était encore trop tôt, mais qu'ils l'envisageraient peut-être un jour. J'avais simplement transmis leur réponse, et elles n'avaient pas insisté. Certaines situations exigent du temps, de la distance et de la patience pour s'apaiser véritablement. Tout va bien, papa, m'a demandé Théo en remarquant mon silence. J'ai souri sincèrement à mon fils. Oui, tout va pour le mieux, mon grand. Tant mieux alors, a-t-il dit en ajoutant une bûche dans le foyer. Pour nous aussi. En observant mes enfants. Et en contemplant la vie que nous étions parvenus à reconstruire sur des bases saine et honnête, j'ai pris conscience d'une vérité fondamentale. Mon ex-épouse n'avait pas réussi à briser notre équilibre familial, par ses agissements, elle m'avait involontairement permis de nous libérer de l'hypocrisie et de reconstruire un quotidien fondé sur la sincérité. Ce dîner de rupture que j'avais initialement appréhendé comme une douloureuse fin de parcours s'était révélé être le point de départ d'une existence plus authentique et épanouissante pour nous tous. Et au regard du chemin parcouru, cela en valait pleinement la peine.